Bonjour à tous, j'ai décidé de publier ce message aujourd'hui car je vois très bien ne pas être la seule personne qui ait l'impression de vivre dans un mensonge collectif duquel nous sommes tous complices d'ailleurs. Aussi, je commence à en avoir ras-le-bol de me faire dire par des gamines de 16 ans en rentrant dans des commerces que je dois redresser mon masque afin qu'il recouvre mes narines. Vous savez, quand vous allez dans un restaurant aujourd'hui, on oblige à porter le masque à l'entrée, mais pas lorsqu'on est assiégé. Nos politiciens doivent savoir quelque chose que l'on ne sait pas au sujet de ce virus, si prétendument celui-ci semble se mettre en pause lorsqu'on est attablé pour manger. Dans le même ordre d'idées, on semble avoir oublié que d'un point de vue scientifique, pour ceux qui aiment faire de l'observation, la plupart des virus se propagent par les mains et sur les surfaces inanimées. Je recommande à vos spectateurs et à vous-même de faire de la science pour une fois, c'est-à-dire de l'observation. Observez n'importe qui autour de vous et posez-vous la question de savoir s'il a un rhume, comment il va vous le transmettre. Vous serez sidéré, en réalité, sauf s'il va par vraiment... mille façons différentes, j'imagine. Non, s'il est bien élevé, il ne va pas vous éternuer dessus, sinon il est dégoûtant, il faut que vous éleviez les gens. Mais il va mettre ça dans un mouchoir, ou il va essuyer son nez avec le truc, il va mettre la main devant la bouche, et puis ensuite il va toucher des choses que vous-même... Et vous allez, si vous l'observez pendant une demi-heure, vous allez comprendre qu'en réalité, c'est pas possible que ça passe par voie respiratoire. Ça passe par les mains. C'est par les mains, ou éventuellement par les vêtements, si les gens s'essuient sur la manche, qui est encore pas très coquet. Mais c'est par les mains que ça passe. Si on observe, si on accepte de sortir d'une fausse science qui a 50 ans, on a montré des grosses images de gens qui font « ils éternuent », c'est pas vrai. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe par les mains. Et il suffit d'une demi-heure d'observation à chacun d'entre nous pour voir qu'il n'est pas possible que ça passe par autre chose que par les mains, et ensuite sur les objets inanimés. Des vidéos claires, datant du mois de mars, montrent notre cher Dr Arruda mentionner que le masque n'est pas efficace pour contrer les maladies infectieuses. Si vous voulez prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en touchant à des objets, en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Dans les faits, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important, lavez-vous donc les mains. Qu'il se soit trompé ou non, à l'époque, n'a pas d'importance. Le concept à maîtriser ici et à comprendre est celui de l'alternance fonctionnelle des décisions des politiciens. Voici ce que je veux dire par alternance fonctionnelle. Donc, selon les intentions des acteurs au pouvoir, on nous imposera des conditions selon une certaine volonté politique d'imposer sa vision et non avec l'intention de manifester de la rigueur et de l'honnêteté intellectuelle comme il se doit. Au moment où je vous parle, les autorités sanitaires effectuent près de 30 000 tests par jour. Donc, sachant cela, êtes-vous surpris de voir une augmentation du nombre de cas si d'une semaine à une autre, le nombre de tests augmente? Eh bien, pas moi. Pour citer le docteur Didier Raoul, 2 éléments sont bien importants à savoir en temps de pandémie. Le premier est le nombre de morts et le deuxième, le nombre d'hospitalisations graves. En date d'aujourd'hui, ces 2 éléments ici au Québec maintiennent leur stabilité depuis déjà plusieurs semaines. Les cas augmentent, mais pas la mortalité ni les hospitalisations graves. Je serais probablement attaqué par la bande de chiens de garde du système, les médecins, les scientifiques, les brebis égarées et compagnie, mais sachez que le peuple voit à travers votre ignorance et complicité. Je ne suis pas un scientifique et n'ai certainement pas la prétention de me proclamer en être un. Toutefois, j'ai accès à de l'information publique qui peut être trouvée en ligne, dont les médias de masse auraient bien intérêt à se servir. Comme d'habitude, ils font le travail à leur façon, donc très mal. C'est difficile pour eux de parler contre les gouvernements lorsque ceux-ci les subventionnent à coût de millions de dollars. Heureusement, on peut compter sur des citoyens journalistes qui prennent entre leurs mains ce rôle de créateur de synthèse de l'information afin de la présenter au public. Petit message aux chiens de garde du système, nous, population, connaissons très bien votre stratégie qui est de décrédibiliser vos adversaires idéologiques ainsi que toute personne présentant un narratif contraire au vôtre.
Vous ne faites qu'alimenter la division parmi le peuple en présentant une version unique des faits, plutôt que de vous engager dans un exercice démocratique dans lequel le débat est roi. Vous redoutez toute opinion contraire, car elle vient ébranler votre petit esprit gangréné par la malhonnêteté intellectuelle. Plusieurs points essentiels dont vous ne parlez jamais, que je m'apprête à énumérer pour ceux qui m'écoutent en ce moment. Le premier est la sensibilité des tests PCR. Pourquoi ne rapportez-vous pas les faits qu'entre 20 et 40 % des tests pourraient être de faux positifs? Il y a bien entendu des cas, et il y a plus de cas que ce qu'il y en avait il y a 3 semaines ou un mois, mais il y a aussi plus de gens testés, et il y a actuellement beaucoup de faux positifs. Nous, on avait alerté il y a plusieurs mois là-dessus. On avait publié ça, mais il semble que personne ne lise beaucoup la bibliographie, y compris dans ce pays. On avait montré qu'à partir de 35 cycles, si vous voulez, il n'y avait plus de virus vivant. Alors maintenant, il y a des gens qui disent qu'au-delà de 25 cycles, il n'y a plus de virus vivants. C'est une bêtise, c'est pas vrai, il ne faut pas les écouter. Nous, on a fait plusieurs milliers de tests, mais donc on ne rend plus positif au-delà de 35. Il y avait des gens qui rendaient tout autour de nous des tests positifs à 42, qui témoignaient de la mémoire de l'eau. Il y a plus de séquences possibles à 42 cycles. Non, les cycles, c'est ce qui mesure le nombre de virus ou le nombre d'acides nucléiques dans les tests qu'on fait. Donc nous, on a jusqu'à 44% de faux positifs quand on contrôle des gens qui ont été positifs ailleurs. Donc il faut faire attention. Là, actuellement, il y a un mélange de faux positifs, d'augmentation des cas et d'augmentation des tests. Dire qu'il faut pouvoir mettre en place des solutions qui puissent s'appliquer à l'école. L'espoir, oui. Parce qu'à un moment donné, les enfants qui se voient privés de classe pendant 2 semaines pour un simple cas positif, je répète à nouveau, pour des enfants ou des maîtres, maîtresses, professeurs des écoles qui sont seulement porteurs d'un fragment viral, n'a aucun sens. De la même façon... Ils ne peuvent pas répandre la maladie. À peu près... Enfin, plus de la moitié actuellement, et probablement les 3 quarts, voire 9 sur 10 des cas positifs actuellement diagnostiqués sont des gens qui ne sont pas contagieux. Pourquoi ? Parce que les tests PCR, dans lesquels on utilise 40 cycles d'amplification, arrivent à détecter des quantités infinitésimales qui ne sont seulement que la trace d'un organisme qui s'est défendu. Et c'est donc en fait la démonstration d'une capacité de défense et d'une guérison que l'on est en train de mettre en place. Le parcours épidémique, point numéro 2. Pourquoi ne rapportez-vous pas les conclusions du docteur Didier Raoul qui a démontré dans son laboratoire que le virus à ce jour ne ressemble en rien au virus du mois de mars, que celui-ci a perdu de sa virulence et qu'il ne pose plus beaucoup de danger? Donc si vous voulez, plus vous testez, plus vous trouvez de cas, mais dans les cas qu'on trouve, on est en train de regarder, les cas, ce qu'on trouve maintenant et ce que l'on trouvait en février ou en mars, ça n'est plus la même maladie. D'accord ? C'est-à-dire, ce que l'on trouve maintenant, c'est des formes très bénignes. Là, je viens de discuter avec une de nos collaboratrices qui travaille sur les données de coagulation, qui trouve qu'il n'y a plus du tout de troubles de coagulation chez les gens qui rentrent maintenant. La proportion des gens qui est hospitalisée est beaucoup plus faible. On n'a eu aucun mort sur 1000 personnes. Il y a eu un mort, mais qui est vraiment... Enfin, le Covid a joué un rôle extrêmement mineur dans sa fin de vie. Ensuite, les décès en CHSLD. Pourquoi ne rapportez-vous pas que 90% des décès proviennent de nos CHSLD et que l'âge moyen de décès au coronavirus est de 81 ans? Pourquoi ne rapportez-vous pas que plus de 500 recherches sur l'hydroxychloroquine ont été faites dans les 50 dernières années et que celles-ci montrent que c'est l'un des médicaments les plus sécuritaires? Pourquoi ne dites-vous pas que sur 50 années de tests cliniques par rapport à l'hydroxychloroquine démontrent à chaque année 1 million d'effets pervers des médicaments pour un total de 50 millions, que seulement 640 personnes sont décédées? Pourquoi ne rapportez-vous pas qu'il n'y a pas d'autopsie suite à un décès, donc impossible de savoir si une personne est décédée pour cause du coronavirus ou avec le coronavirus? Pourquoi ne rapportez-vous pas les chiffres du CDC qui démontrent qu'aux États-Unis, 94% des gens décédés du COVID-19 présentaient d'autres comorbidités au moment de leur décès? Pourquoi ne dites-vous pas que selon la FDA, et basée sur 50 millions de prescriptions, seulement 62 personnes sont décédées d'un arrêt cardiaque?
Pourquoi ne dites-vous pas que l'hydroxychloroquine a été prise par plus de 2 milliards de personnes depuis sa création et qu'elle était même disponible sans aucune ordonnance dans des pays comme la France, par exemple, et ce jusqu'au mois de janvier 2020? Nous ne validerons un vaccin que s'il n'y a pas de traitement qui marche. D'accord? Donc, ce qui explique quand même en partie aussi la guerre contre l'hydroxychloroquine, parce qu'il faudra bien il y en a quelques-uns, il y a quelques malins là, qui commencent à faire l'investigation. Comment expliquer cette guerre complètement folle, complètement délirante contre l'hydroxychloroquine? Comment est-ce qu'on peut même défendre l'idée qu'un médicament qui a été pris par 2 milliards de personnes est devenu, en 2020, toxique? Comment on peut défendre simplement cette idée? Comment ça a pu être défendu dans les plus grands journaux médicaux du monde? Comment c'est possible? Est-ce que tout le monde vous savez, c'est l'hypothèse de Bernard-Henri Lévy, c'est tout le monde est devenu fou avec ce truc? Est-ce que ce sont des intérêts financiers tellement monstrueux? Est-ce que c'est que nous n'avons plus de bon sens? Est-ce que c'est que nous sommes incapables de regarder ce qui s'est passé dans le passé? Est-ce que c'est, moi je pense, une de mes théories, c'est que comme on vit dans un monde qui croit au progrès continu, on ne s'est pas rendu compte que beaucoup de choses pouvaient devenir obsolètes, mais pas les molécules chimiques. Pourquoi apposer l'étiquette de complotiste sur des individus ayant une version différente de la vôtre? Avez-vous peur? N'êtes-vous pas capable de débattre? Avez-vous peur du débat? Plusieurs autres questions méritent d'être posées, mais c'est ici que je vais m'arrêter. Parce que nos politiciens veulent une société à zéro risque, ils justifient leur empressement à prendre le contrôle sur toutes les sphères de la société au nom de la sécurité. Au nom de cette sécurité et de leur idéal du zéro risque, ils nous enlèvent nos libertés. Laissez-moi vous dire qu'une société sans liberté est condamnée à n'avoir ni la liberté ni la sécurité, comme le disait bien Benjamin Franklin. Le contexte dans lequel il a prononcé ces mots n'avait rien à voir avec une possible tyrannie. Néanmoins, la phrase est extrêmement pertinente considérant ce que l'on vit aujourd'hui, et c'est pour cela que je me permets de l'utiliser. En ayant aliéné le peuple des affaires publiques, les politiciens ont comme espoir de créer un gouvernement des élites par les élites. Ils utilisent la peur, entre autres celle du terrorisme depuis le 11 septembre, l'urgence climatique et la pandémie pour s'accaparer des libertés que le peuple n'aurait jamais cédées dans des circonstances normales. Nous sommes passés d'un libéralisme libertaire à un libéralisme autoritaire. Ceux qui nous gouvernent ne sont pas des libéraux, mais des néolibéraux, qui, sous le couvert du bien commun de tous, enfreignent nos droits et libertés, prennent le contrôle de nos systèmes d'éducation et manigancent avec les médias afin de fabriquer le consentement des masses. Ils ont une telle défiance envers les attributs individuels des êtres humains qu'ils ne peuvent s'empêcher d'intervenir dans tous les aspects de la vie. Leur vision est claire. On ne peut plus faire confiance aux mécanismes naturels de l'évolution de l'être humain. Donc, nous devons intervenir afin d'aider ces pauvres plébéiens qu'ils sont. C'est par cette logique que les dirigeants justifient leur intervention. Plutôt que de changer l'environnement hyper mondialisé dans lequel nous vivons actuellement, ce dernier qui s'active d'ailleurs à une vitesse infernale, ils tentent de modifier les comportements et les schémas de pensée de la population. Comme le disait Barbara Stiegler, ils sont imbus d'un pessimisme anthropologique. Le fait de nous sauver de nous-mêmes devient alors un prétexte pour ces derniers de nous contrôler. Un véritable gouvernement des experts, par les experts, pour les experts, c'est exactement ce qu'ils désirent. Leur vision est antinomique à celle d'un gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Nous sommes le pouvoir, mes chers amis. Rappelez-vous de cela. Leur pouvoir n'est qu'une illusion et ne repose que sur de vieux fantasmes. Ils ne sont que quelques-uns, nous sommes des millions. Il est temps que le peuple se réveille face à cette impéritie et ces mensonges qu'on nous raconte. Nous voulons la liberté ou nous ne voulons rien. Tel est notre message. Merci à vous tous qui êtes restés jusqu'à la toute fin. Alors, comme bonus à la fin de cette vidéo, j'aimerais vous présenter une petite synthèse de plusieurs vidéos que j'ai cumulées après quelques recherches en ligne de plusieurs médecins qui ont des messages très pertinents au moment où on se parle. Donc, bonne écoute et à très bientôt. Martine Biron, Christian Dufour, Alec Castonguay, bonsoir. Bonsoir. Vous voulez dire, Martine, que c'est le souhait du gouvernement qu'il y ait plus de délation ou que c'est le fait qui va arriver de toute façon à chaque fois qu'on monte le niveau d'alerte? En fait, c'est un fait que le taux de dénonciation augmente quand le gouvernement sort. Mais le souhait du gouvernement,
avec son point de presse hier, c'était de faire peur au monde. Et c'était vraiment ça. C'est pas vraiment de donner différentes conséquences ou différentes punitions. C'était vraiment de faire peur au monde. La deuxième vague qu'on nous annonce, certains nous disent que ça va être pire que la première. Jusqu'à présent, il n'y a pas de mort. Puis il n'y a pas d'hospitalisation directement liée à ça. C'est très majeur. Ça, c'est majeur. Et M. Legault le dit. C'est majeur. Vous avez raison. On écoute M. Legault qui, assez candide, dit on ne le sait pas. On nous dit qu'on ne sait pas trop vers où on s'en va. Là, ce qu'on se demande, c'est comment se fait-il qu'il y a une augmentation plus grande des cas, mais qu'il n'y a à peu près pas d'augmentation des hospitalisations et des décès. Le flot de bêtises que l'on entend à longueur de journée est insupportable. Et d'ailleurs, nous avons écrit une tribune qui disait très clairement: arrêtons de gouverner par la peur. Nous étions 35 signataires initiaux. Nous sommes maintenant 160. Ce n'est pas une pétition, mais ce 160 chercheurs de toutes les disciplines à signer cette tribune. Arrêtons de faire peur aux gens. Alors, on va essayer de mettre les points sur les i et de dire la vérité ce matin à ce micro, mais j'ai quand même encore une question d'actu à vous poser, parce que vous avez vu Monsieur Toubiana en venant en radio classique, il y a 150 mètres de queue sur le trottoir pour un laboratoire pour se faire tester au bout de la rue, là. Oui, et les gens sont là depuis 4 heures du matin, assis sur des tabourets. Je les ai interrogés. Il y a un problème de test après qu'il y ait eu un problème de masque, dont on a dit que ça servait à rien, puis finalement ça servait, puis il y en avait pas, puis maintenant il y en a trop, etc., etc. Bah, écoutez, il y a un problème de test, et si oui, quel est le problème des tests? Les bras m'en tombent, si vous voulez. Le problème de test, c'est qu'on arrive, comme d'habitude, comme les carabiniers d'Offenbach, toujours après la bataille, si vous voulez, que ce soit pour les masques, que ce soit pour les tests. Aujourd'hui, les tests ne disent... Ils sont pas bons, les PCR qu'on nous met dans le nez, là? Je m'en fiche. Ce qui est important et ce qui est massif là-dedans, c'est que 97% des tests faits sur bientôt 9 millions de tests, un échantillon gigantesque. Un Français sur 6. 97% des tests sont négatifs. Alors quand 97% des tests sont négatifs, excusez-moi, mais ça veut dire que les 3% restants, c'est inférieur à la marge d'erreur qu'on a sur le système. Écoutez, le virus, on nous démontre tous les jours, et ça crève les yeux, que le virus ne circule pas en réalité. Et si vous voulez, c'est ça que ça nous démontrait. On met un fric invraisemblable pour faire des tests à tout le monde. Sans, regardez la queue, hein, vous en avez pas parlé vous-même, mais les gens sont devenus fous. Mais attendez, vous dites qu'il ne circule pas, pourtant les chiffres bruts montrent qu'il circule parfaitement. Mais simplement, on repère plus les gens qu'on les repérait en mars. C'est tout, non? Alors, non, même pas. Si vous voulez, il faudrait rentrer dans le détail de ce que c'est qu'une épidémie, mais malheureusement, on n'a pas vraiment le temps. Mais dans une épidémie comme celle-ci, il y a eu une innovation. L'innovation, c'est le fameux virus, si vous voulez. Cette innovation a touché ce nouveau virus, ce virus émergent, a touché une grande partie de la population qu'il devait toucher au moment de la première vague, c'est-à-dire entre mars et mai. Oui. En gros. Oui. Et puis après, c'est ce qu'on observe tout le temps dans les épidémies. Il y a ce qu'on appelle une traîne épidémique et puis des cas sporadiques. Oui. Ces cas sporadiques ne sont pas... Tout épidémiologiste, c'est ça. On est dedans, là, actuellement. Oui, on est dans les cas sporadiques. Je me tue à le dire. On n'est pas dans une deuxième vague, mais là. Absolument. Alors, écoutez, si vous voulez, la théorie de la deuxième vague est une théorie... totalement folle. C'est une théorie sur laquelle repose l'intégralité de la construction qui a été faite. Si vous enlevez si vous voulez, ce concept, même pas un concept, c'est un postulat. Si vous enlevez ce postulat, tout s'écroule comme un château de cartes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de deuxième vague, tout ce dont on est en train de parler en ce moment est réduit à zéro. Ce qu'il faut, c'est protéger les gens à risque. Les personnes âgées, les gens qui ont un diabétique hypertendu, qui ont un système immunitaire très fragile, et que le médecin traitant, maintenant heureusement il a retrouvé sa liberté de prescription, puisse tout de suite prescrire l'hydroxychloroquine, l'azithromycine et même le zinc, hein, parce qu'il y a des études qui ont montré que le zinc marchait. Tout de suite, dès qu'il y a un cas, une suspicion de cas. Et là, l'épidémie, elle s'arrête si on fait ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas que l'épidémie s'arrête. C'est ça qui me désole. Parce que quand on a des milliards d'investissements sur un vaccin, ils vont vouloir nous le fourguer à tout prix. Et moi, j'ai entendu une interview de Bill Gates récente qui m'a fait froid dans le dos en disant « De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Vous serez vacciné. » Normalcy only returns
when we've largely vaccinated the entire global population. Chez les gens qui étaient hospitalisés, qui étaient avec une pneumonie, qui avaient besoin d'un peu d'oxygène, on les a traités systématiquement par hydroxychloroquine, azithromycine. Et on a eu, le jour où on a commencé à faire ça, il n'y avait plus beaucoup moins de passages en réanimation et de décès. C'était spectaculaire. Même les aides-soignants, les infirmiers de mon service l'ont vu du jour au lendemain. Alors évidemment, mes collègues qui ont interdit partout dans certains services l'hydroxychloroquine m'en veulent parce que maintenant les résultats ils éclatent au grand jour. Puis vous en veulent aussi parce que vous avez dit qu'il y avait des conflits d'intérêts et que parce que vous avez dit qu'en fait ils étaient en gros achetés par des labos. C'est pas moi qui l'ai dit le premier. Il y a eu déjà des articles dans Mediapart, dans Marianne. Je suis pas le premier à avoir mis ça en avant, mais on a le droit, parce qu'Olivier Véran, ce qui m'a choqué le jour, il a dit oui, mais ces liens d'intérêt sont tout à fait légaux. Un lien d'intérêt est légal. Un médecin a le droit de travailler pour l'industrie, il le déclare, ok, bon. Mais à partir du moment où il est dans une commission nationale qui va décider de la santé publique, de la peau des Français, à toucher de l'argent, il doit, si normalement il a un comportement éthique, se retirer en disant bah, désolé, là j'ai touché de l'argent de ce laboratoire et sa molécule peut être discutée parmi les options de traitement, je ne peux pas siéger. Ils ont adopté une posture idéologique, on peut le dire, quelque part. Cette posture a été retenue autour de simplement le suivisme des recommandations de l'OMS, qui a, au cours du confinement de Wuhan et d'une partie du Hubei seulement, c'est-à-dire quelques pourcents de la population chinoise seulement, voulu diffuser dans le monde l'idée que la seule mesure possible face à une pandémie était de mettre tout le monde au fond de la cave et de ne plus bouger de cette caverne. Or, il y avait d'autres façons de le faire. De multiples pays ont eu d'autres façons de réagir très rapidement avec cette idée d'aller diagnostiquer, tracer et d'isoler seulement les malades et non pas tout le monde. Ça a été le cas de la Corée, ça a été le cas de Taïwan, ça a été le cas de Hong Kong, ça a été le cas de Singapour, ça a été le cas y compris de la Suède en Europe, qui a dit, moi je regarde, je prends cette option, je ne vais pas confiner l'ensemble de ma population, je n'aurai pas besoin, ils ne l'ont toujours pas utilisé comme un élément de santé publique, je n'ai pas besoin du masque dans les lieux publics. Le masque est extraordinairement utile dans les lieux clos en phase pandémique létale. Tout ça. Ma question c'est, est-ce qu'il est prouvé scientifiquement que le masque protège absolument du Covid-19 ? La chose qui est démontrée scientifiquement, c'est que le masque protège les gens dans le domaine du soin. Voilà. C'est-à-dire quand vous soignez quelqu'un, bien entendu, vous avez des contacts très proches. Quand vous auscultez quelqu'un, que vous mettez votre stéthoscope sur la poitrine de quelqu'un, il vous souffle dessus. Là, moi, il y a un travail que j'ai révisé récemment où les gens regardaient quand on fait une trachéotomie, le risque de transmission autour d'une trachéotomie qui est assez important. Hein, donc il faut là toute la pièce qui soit protégée. Ça, c'est assez clair. Pour le reste, rien n'est clair, rien n'a été démontré sur le plan de la transmission virale. Après, c'est une situation sur laquelle il y a une certaine complexité à répondre parce que le masque ne joue pas qu'un rôle physique de protection par voie respiratoire. Il joue un rôle de signal il y a une maladie contagieuse qui circule. Et donc ça, c'est de la science de type sciences humaines et sociales. Mais psychologique. Oui, c'est de la science humaine et sociale. C'est une autre science que la science virologique, mais c'est une science qui existe aussi. Moi, depuis le début de la maladie, et dans ce que j'ai écrit avant même que la maladie arrive ici, j'ai dit dans toutes ces choses que j'ai vues depuis si longtemps, donc moi, la première épidémie que j'ai vue, c'est celle du sida. Ce dont j'ai peur, c'est de la peur. Donc la peur fait des comportements extraordinairement dangereux. C'est pour ça que j'ai parlé de la débandade de 1940, hein, où il y a eu plus de morts à cause de la peur de la défaite que de la guerre, quand même. Hein. Et donc, si les masques peuvent rassurer, c'est une chose, mais je suis inquiet qu'on fasse une fixation trop importante dessus, parce que maintenant, c'est les gens qui veulent vouloir faire la loi. Vous savez, il y a toujours un dictateur rentré dans beaucoup de gens, hein, qui voudrait imposer, moi j'ai vu ça, j'étais sidéré, le marché, quelqu'un qui engueulait tout le monde, n'avait pas de masque, il risque d'y avoir des tensions, des bagarres, tout ça. Donc, moi j'aurais préféré qu'on reste à un niveau de recommandation plus que d'obligation, parce que
j'ai peur que ça devienne encore quelque chose de clivant, de conflictuel et de dangereux. Et donc, je trouve qu'on a une société d'une immense fragilité qui surréagit à la moindre peur sans que ce soit justifié dans 90% des cas. Ici, honnêtement, il n'y a pas plus de morts cette année que ce qu'il y en a eu en 2017, en 2018, 2019 et moins qu'en 2017. Donc c'est quand même pas la peine de mettre le feu au vieux port. Vous voyez, donc il faut se calmer, il faut faire des recommandations de bon sens, je crois, hein, mais je redoute dans une société qui est aussi fragile et aussi nerveuse, si vous voulez, toutes les mesures qui augmente cette tension qui n'est pas justifiée par les nombres. C'est justifié. Ce qui se passe, et l'analyse que l'on fait, et qui est peut-être, je sais que je fais peut-être de la peine à mes amis qui vivent en Ile-de-France ou qui vivent à Paris, c'est que plus on s'affole, moins on soigne bien les gens. C'est ça ce qui s'est passé. C'est la désorganisation liée à l'affolement. Et que donc, on n'organise pas de lutte en ayant peur. Ça ne se fait pas. Il faut enlever ceux qui ont peur et il faut mettre les gens qui ont du courage devant. C'est comme ça qu'on gagne. C'est pas avec les gens qui ont peur. Le plus important peut-être, c'est rappeler que c'est les mains aussi, les gels hydroalcooliques sur les mains. La transmission se fait aussi beaucoup par les mains. On sait que c'est vrai. Ça, on sait que c'est vrai. Moi, j'avais été le reviewer du premier article qui avait été fait par Grapp en Pakistan, où vous avez découvert par hasard que ça protégeait des infections respiratoires en testant la protection contre les infections digestives. C'est rendu compte que ça protégeait autant les infections respiratoires que digestives. Moi, j'ai fait la même étude qui est publiée actuellement dans 2 villages au Sénégal où on a implanté le savon régulièrement avec le lavage. On a donné les savons, etc. On a une diminution spectaculaire des fièvres et des pneumopathies. Spectaculaire. Donc le lavage des mains, le passage de l'eau alcoolisée, et là, j'avais communiqué avec le ministre pour lui dire, et ça a été suivi d'effets immédiats. On n'arrivait pas à trouver, là aussi, les gens, une complexité. L'OMS avait recommandé une formation hydroalcoolique dans laquelle il fallait qu'il y ait la glycine, de l'eau oxygénée, et puis je sais pas quoi. C'est l'alcool à 70 degrés qui tue les bestioles. Donc il faut avoir de l'alcool à 70 degrés, dénaturé pour pas que les gens le boivent, pour que c'est mauvais goût. Voilà. Et avec ça, si on se passe 20 fois par jour les mains avec quelques gouttes d'alcool, le risque de transmission est extrêmement faible. Parce qu'il y a un mouvement scientifique qui a commencé d'ailleurs en France, qui s'appelle en anglais Matter of Fact or Matter of Concern, et qui concluait que quand ça représente un problème, le problème doit prendre le dessus sur le fait. Bien sûr, ce qui est une attitude anti-scientifique. Mais qui est extrêmement répandue, et beaucoup de journaux scientifiques actuellement sont des journaux d'opinion, sont des journaux d'opinion. En fait, un journal d'opinion dans lequel ils donnent leur opinion sur Trump, sur machin tout. Donc c'est plus un journal académique, c'est un journal d'opinion, d'accord. Donc sur ce qui est bien, ce qui est pas bien, et donc à partir de ce moment-là, la capacité, là aussi, vous avez un conflit d'intérêts. Si vous avez une opinion sur la faim, vous n'êtes plus capable d'évaluer, vous n'êtes plus capable de prendre l'analyse scientifique. Et c'est une question scientifique, donc on n'a pas le droit de censurer les questions scientifiques parce qu'elles font naître des réflexions scientifiques qui amènent bien plus loin que l'interdiction hygiénique des gens qui disent « je sais ce qui est bon pour vous ». Voilà. C'est un autre monde. Le monde politique et le monde de la connaissance scientifique, c'est 2 mondes différents. Vous évoquiez le vaccin. Il y a de nombreux pays qui annoncent avoir trouvé le vaccin. La Russie, Vladimir Poutine, l'Australie aussi, qui dit avoir trouvé un candidat vaccin et qui veut le rendre obligatoire pour sa population. Est-ce que vous avez des informations au sujet de ces vaccins qui sont en cours de fabrication? Il y en a de très nombreux qui sont étudiés dans le monde entier. On voit que les milliards de dollars pleuvent dans tous les sens. Mais est-ce qu'un jour, vous pensez qu'on mettra au point un vaccin contre ce Covid-19 ? Écoutez, je n'en sais rien, parce qu'encore une fois, je n'ai pas l'habitude de prédire quoi que ce soit, donc je ne vais pas commencer, je suis trop vieux. Peut-être que ça sera un signe de changement cérébral que je redoute, si vous voulez. 2, je ne sais pas si ça aura une utilité, j'en sais rien. Pourquoi ? Or, réellement, si vous voulez, si la maladie reste qu'elle est maintenant, je ne sais pas qui c'est qui va vouloir se vacciner pour un truc qui ne tue pas, quoi. Enfin, honnêtement. Hein. Mais avec ça, vous vous rendez compte que vous alimentez tous ceux qui sont anti-vaccins ? Non, mais si vous voulez, cette question des pro-vaccins, anti-vaccins, c'est une bêtise. Voilà, c'est une bêtise, c'est pas vrai.
C'est une réalité. Non, c'est pas une réalité. C'est que, si vous voulez, moi je me souviens, je me suis disputé avec un confrère qui essayait de me donner des leçons de médecine, si vous voulez. Ce qui m'irrite beaucoup, c'est que vous pouvez pas, si vous voulez, le monde n'est pas divisé en deux. Il n'y a que les... Je m'excuse, je pense que c'est une dérive. Il n'y a que les imbéciles qui pensent que c'est divisé en deux.